Salut les amis, je m'appelle Alex et je suis coach en sport et en nutrition. Aujourd'hui, nous allons parler d'un supplément qui n'en finit plus de susciter la controverse, en France surtout, et ce supplément, c'est la créatine. C'est le supplément ergogénique le plus étudié à travers la littérature scientifique, avec pas moins de 1000 études scientifiques à son actif. Et pourtant, malgré l'étendue des connaissances scientifiques sur ses effets, la créatine n'en demeure pas moins un supplément nutritionnel toujours très controversé, en particulier au sein de l'Hexagone, où bon nombre de merdias dominants continuent de la décrire comme un produit dopant, dangereux et nocif. Parce que de nombreuses idées reçues subsistent quant à sa dangerosité présumée ou son caractère supposément illicite, j'ai décidé dans cette vidéo de répondre par la science aux 5 principales idées reçues qui circulent toujours de nos jours sur la supplémentation en créatine. Vous verrez d'ici la fin de cette vidéo que ceci se base davantage sur des on-dit désinformés que sur des faits scientifiquement établis. Mais avant de commencer, répondons à cette première question. La supplémentation en créatine, est-ce utile? En un mot, oui, les effets ergogéniques, autrement dit bénéfiques pour la performance sportive de la créatine, ont été établis dans plus de 70% des études scientifiques. Parmi les principaux bénéfices rapportés de la supplémentation en créatine, les scientifiques ont observé qu'elle permet d'augmenter la masse musculaire si sa prise est couplée à un entraînement en résistance type musculation, d'accroître la force si sa prise est couplée à un entraînement en résistance, d'améliorer la vitesse sur sprint, d'améliorer la resynthèse du glycogène musculaire et hépatique, d'augmenter le seuil anaérobie, d'augmenter la capacité totale de travail et de tolérance à l'effort, en particulier sous forte chaleur, d'améliorer la récupération, de réduire le temps de convalescence après une blessure et enfin de protéger le cerveau et la moelle épinière. Il faut en effet savoir que si 95% de la créatine présente dans votre corps est stockée dans vos muscles squelettiques sous la forme de phosphocréatine, les 5% restants sont stockés dans votre cerveau. La supplémentation orale en créatine peut ainsi vous aider à augmenter la teneur en phosphocréatine de vos muscles de l'ordre de 10 à 40% et de votre cerveau de l'ordre de 5 à 15%. Ceci va alors avoir un impact positif sur votre composition corporelle et vos performances sportives, en particulier dans les sports à dominante anaérobie qui requièrent des efforts brefs et intenses de manière répétée comme le sprint, le basketball, la musculation et le tennis. Vous pouvez voir défiler en ce moment même la liste de toutes les disciplines sportives dans lesquelles la supplémentation en créatine peut exercer un effet positif. Dans les épreuves sportives à composante aérobie comme la course à pied, le cyclisme et l'aviron, la supplémentation en créatine semble également produire des adaptations physiologiques positives, en améliorant notamment la production de puissance et la force endurance. Mais le consensus scientifique sur la prévalence de ces effets est beaucoup moins large. Si vous voulez maximiser vos performances sportives et optimiser votre composition corporelle, la supplémentation en créatine est donc un must. Vous le savez probablement déjà, mais appréhendez peut-être d'en prendre car certaines idées reçues sur ce supplément tout à fait banal vous en empêchent. Permettez-moi de les tailler en pièces méthodiquement, une fois pour toutes. Idée reçue numéro 5. La créatine est un produit dopant et donc miracle. Faux et archi faux. La créatine n'est pas un produit dopant et il est très facile de le vérifier. Si vous allez faire un tour sur le site de l'Agence mondiale antidopage, que vous ouvrez le rapport de 2020 sur les substances dopantes bannies par l'AMA et que vous tapez dans la barre de recherche créatine, vous verrez que votre ordinateur ne vous retournera aucun résultat. Et pour cause, la créatine n'est pas sur la liste des substances bannies par l'AMA et elle ne l'a jamais été. Si la créatine ne fait pas partie de cette liste, c'est parce que son potentiel ergogénique est tout simplement limité. Par exemple, là où la supplémentation en créatine peut vous aider à gagner 2 kg et quelques de masse musculaire en 8 semaines si combiné à un programme de musculation cohérent, la prise d'un stéroïde anabolisant peut pour sa part vous aider à l'augmenter près de 3 fois plus sur le même laps de temps, comme le révèle cette étude publiée dans le New England Journal of Medicine. Comme vous pouvez le constater, la créatine a donc un potentiel d'action intéressant mais limité, et c'est la raison pour laquelle ce n'est ni un produit dopant, ni un produit miraculeux. Idée reçue numéro 4. La créatine provoque des crampes et de la déshydratation. On entend souvent dire que la prise orale de créatine provoque des crampes et de la déshydratation. Une fois de plus, cette idée reçue est fausse. D'après cette revue de la littérature scientifique publiée en 2008 dans le British Journal of Medicine, la supplémentation en créatine permet au contraire de diminuer les risques de crampes et de déshydratation durant l'exercice. La créatine exerce en effet une activité osmotique en aspirant l'eau à l'intérieur de vos cellules musculaires. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on dit communément qu'elle provoque de la rétention d'eau. N'allez pas croire pour autant qu'elle ne vous fait gagner que de la flotte. En favorisant la captation de l'eau au niveau cellulaire, elle promeut donc un état physiologique d'hyperhydratation qui va se traduire en aval par une amélioration de votre tolérance à l'effort dans les environnements chauds et humides.
En deux mots, grâce à la supplémentation en créa, vous supportez mieux la chaleur et devenez moins sensible aux coups de chaud, crampes, hyponatrémie et autres malaises causés par un entraînement effectué dans des conditions de température et d'humidité élevées. Idée reçue numéro 3, la supplémentation en créatine endommage les reins. De toutes les idées reçues qui portent sur la supplémentation en créatine, il s'agit probablement de celle qui dissuade le plus de personnes d'en consommer. À tort bien entendu. Car les études scientifiques qui attestent de l'innocuité de la supplémentation en créatine sur la santé des reins sont légion. Par exemple, dans une étude publiée en 1997, Portman et ses associés ont rapporté que l'ingestion de 20 grammes de créatine par jour durant 5 jours ne se traduisait par aucune altération significative des marqueurs de santé rénale des sujets du groupe expérimental par rapport à ceux du groupe de contrôle. Dans le cadre d'une autre étude publiée 2 ans plus tard, Portman et Franco sont pour leur part arrivés à la conclusion que la prise de 10 grammes de créatine par jour, ce qui est 2 fois supérieur à la dose normalement recommandée sur une période allant de 10 mois à 5 ans, ne produisait aucun impact délétère sur le fonctionnement des reins de sujets en bonne santé. Ces résultats ont ensuite été confirmés par de nombreuses études, dont celle de Crider et consorts, qui ont rapporté en 2003 que la prise de 5 à 10 grammes de créatine par jour durant 21 mois, soit durant presque 2 ans, chez des jeunes footballeurs américains, n'affectait ni le fonctionnement de leurs reins, ni le fonctionnement de leurs muscles et ni le fonctionnement de leur foie. En résumé, que ce soit sur le court, le moyen comme le long terme, la supplémentation en créatine ne semble ni endommager ni altérer le fonctionnement des reins des personnes en bonne santé. Il n'y a que chez les personnes qui souffrent d'une maladie rénale préexistante que sa consommation doit être encadrée par un professionnel de la santé. Ceci dit, dans ce cas de figure, ce n'est pas le seul supplément pour lequel vous devrez prendre au préalable l'avis de votre médecin traitant. Idée reçue numéro 2. Sur le long terme, la supplémentation en créatine est nocive pour la santé. Vous serez certainement étonné d'apprendre qu'en plus de ne pas être nocive pour les reins, la supplémentation en créatine s'avère être à l'inverse plutôt bénéfique pour la santé. Pour commencer, sa prise régulière diminuerait les risques de blessures. Dans le cadre d'une étude publiée en 2003, Greenwood et ses collègues ont ainsi rapporté que la prise de créatine durant 4 mois consécutifs se traduisait par une réduction significative de l'incidence des crampes, des contractures et déchirures musculaires et plus globalement des blessures chez de jeunes joueurs de football américains. La supplémentation en créatine exercerait également un effet neuroprotecteur en protégeant le cerveau et la moelle épinière des individus atteints de maladies neurodégénératives. Dans le cadre d'une étude réunissant les résultats de plusieurs grands essais cliniques, il a ainsi été observé que la prise de 9,5 g de créatine par jour durant plusieurs années ralentissait la progression de l'atrophie cérébrale chez les patients atteints de la maladie de Huntington. En outre, plusieurs travaux scientifiques conduits sur des animaux suggèrent que la supplémentation en créatine pourrait exercer un effet protecteur en cas d'accident vasculaire cérébral, en augmentant les teneurs en créatine neuronale et endothéliale du cerveau. Les auteurs de ces études recommandent d'ailleurs la prise de créatine à des fins préventives chez des patients qui présentent un haut risque d'accident vasculaire cérébral. La supplémentation en créatine serait également bénéfique pour le cœur lorsqu'associée à un traitement médicamenteux conventionnel. Dans une méta-analyse publiée en 2014, il a enfin été postulé que la prise orale de créatine pourrait exercer des effets bénéfiques durant la grossesse dans la mesure où sa prise semblerait favoriser la croissance, le développement et la santé du fœtus. Idée reçue numéro 1. Les autres formes de créatine sont mieux absorbées que la monohydrate. Dans le cadre de la quasi-totalité des travaux scientifiques que j'ai évoqués jusqu'à présent, c'est la créatine monohydrate qui a été étudiée. Et pour cause. Plusieurs études ont évalué l'efficacité des autres formes de créatine en comparaison à la monohydrate et aucune n'a réussi à apporter la preuve que ces autres formes étaient supérieures à la mono en termes de captation et de rétention de la créatine au niveau musculaire d'abord et cérébral ensuite. Autrement dit, il n'existe à ce jour aucune preuve clinique que ni la créatine citrate, ni la créatine éthylester, ni la créalcaline et ni la créatine nitrate soient mieux absorbées que la créatine monohydrate. Affirmer le contraire relève donc davantage de l'argument commercial que du fait scientifiquement établi. Comment et quand la prendre? Si vous envisagez de vous supplémenter en créatine, voici ce que je vous recommande de faire. Étape numéro 1, assurez-vous de ne pas souffrir d'une maladie rénale. Pour information, les maladies rénales concernent en moyenne 1 personne sur 10 à travers le monde. Si vous souffrez d'une maladie rénale, consultez un médecin spécialisé dans le sport pour lui demander son avis. Étape numéro 2, si vous ne souffrez d'aucune maladie rénale et que vous souhaitez investir dans un supplément qui vous aide à gagner de la force, de la puissance et ou de la masse musculaire, investissez dans de la créatine monohydrate d'une marque reconnue, ce qui est en règle générale un gage de sa pureté. Étape numéro 3, si c'est la première fois que vous en consommez, effectuez une phase de charge en consommant environ 0,3 g de créatine monohydrate par kilo de poids corporel par jour durant les 5 à 7 premiers jours. Une fois cette phase de charge écoulée, passez en phase de maintenance en consommant entre 3 à 5 g de créatine monohydrate par jour.
Étape numéro 4. Consommez de préférence votre dose de créatine en post-entraînement avec un repas ou une collation contenant des glucides et des protéines idéalement à assimilation rapide comme de la whey et des fruits secs tels que des abricots secs ou des dattes. Étape numéro 5. Cyclez votre prise de créatine ou prenez-la en continu. À vrai dire, il n'existe aucune preuve scientifique à ce jour que le cyclage de la créatine soit supérieur à sa prise en continu et vice-versa. Il me semble en revanche inutile d'en consommer durant les phases de l'année durant lesquelles vous ne vous entraînez pas ou peu, comme les vacances ou l'intersaison, etc., etc. Et voilà, tout est dit les amis. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, vous connaissez la musique, le pouce, le partage, l'abonnement, sans oublier d'activer les notifications. Sur ce les amis, à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications.